C'est pas que je me réjouisse de ça, c'est que je me dis finalement l'être humain il a besoin de passer par des impasses pour mieux comprendre. Alors les impasses, ça peut soit finir sur un chaos généralisé, et c'est tout à fait possible, parce qu'il y a une espèce de cocotte-minute d'incertitude, d'inquiétude qui mine les âmes et les consciences, et ça, moi je suis persuadé qu'une seule ville exploserait, toute la France explose. Si nous continuons à nous accrocher à ce modèle de société, c'est le dépôt de bilan planétaire. Parce que les Chinois, tous les pays émergents veulent vivre à la moderne. Et où va-t-on prendre les ressources pour des milliards d'individus? Où trouver les ressources pour que tout le monde ait un frigo, une voiture, de l'électricité? C'est totalement impossible, c'est totalement irréaliste. Donc il y a aujourd'hui à repenser la vie sur un mode qui soit à la fois sobre et puissant. C'est-à-dire que moi je crois beaucoup à la puissance de la sobriété, je ne crois pas à la puissance de la complexité ou des comptes en banque ou des banques qui explosent. Enfin je veux dire, c'est pas ça. La vraie puissance, elle n'est pas là. La vraie puissance, elle est dans la capacité d'une communauté humaine à se contenter de peu, mais à produire de la joie. Parce que nous sommes dans une société où on déborde de tout, et on est le pays, l'un des pays consommateurs d'anxiolytiques, de tout ce qu'on veut pour réparer finalement les dégâts que produisent la société de la matière. La société, au lieu d'être structurée sur un schéma de ce qui est à la mesure humaine, elle est structurée sur un schéma qui est sur la démesure humaine, et qui aujourd'hui sait d'où vient, quand on va dans un supermarché, qui sait d'où vient le pull, la chemise, les chaussures, c'est une virtualisation du système. Moi, je préférais qu'il y ait des artisans, qu'il y ait des commerçants, des petits artisans, tout le monde gagne sa vie. Ça crée une convivialité, ça crée quelque chose de social, ça donne de la sensibilité humaine aux choses, alors que pour le moment, c'est entièrement dans la virtualisation de tout, et on est devenu des pousseurs, enfin pas moi je le fais jamais, mais quand on voit ces brigades de pousseurs de caddies, moi ça me terrifie, quoi. D'ailleurs, on dit qu'on est retourné au néolithique, on est devenu des cueilleurs, vous savez, on passe dans les trucs et on cueille, on est retourné avant le néolithique. Tout ça n'est pas juste et n'est pas bon. C'est vrai que l'écologie n'irrigue pas toute la sphère sociale, mais c'est une totale anomalie, je le répète, c'est vraiment une anomalie. C'est-à-dire que je dirais même que dans l'éducation des enfants, la place du phénomène de la vie, c'est-à-dire de ce qui fait que nous existons, devrait avoir une place déjà dans l'éducation des enfants. Or, nous n'avons que des structures éducatives qui occulte complètement les fondements de la vie pour aller le plus vite possible à fabriquer un petit consommateur-producteur pour le futur, quoi. Il ne faut pas se faire d'illusions. Le problème est là, c'est que l'écologie est minorée par ignorance. Et le problème aujourd'hui, c'est comment faire que l'on prenne conscience de cette problématique gravissime, qui est en fait la problématique la plus importante qui concerne la survie de tous, comme je l'ai dit. Donc voilà, alors il y a cette défaillance qui occulte les problèmes les plus importants, et qui met le superflu, donne beaucoup plus d'importance au superflu qu'à ce qui est indispensable. Et ça, c'est l'ensemble du système social qui est comme ça, dans l'ignorance, ou voire même le mépris, voire une distance par rapport à ces questions qui sont les questions indispensables à la suite de l'histoire. Qu'est-ce que c'est que vivre? On ne se pose même pas cette question. Et qu'on arrive au monde, on nous conditionne, et on se met à s'agiter et à faire comme on nous a dit de faire. Voilà. Et puis finalement, il faut trouver son boulot, il faut gagner sa vie. Et sur une thématique, si vous voulez, de ce qu'on appelle le progrès libérateur, alors que le progrès ne libère pas. Le progrès, il ne faut pas croire que le progrès... Bien sûr, je ne vais pas remettre en question certaines avancées du progrès qui a apporté un certain bien-être. Premièrement, ce bien-être n'est pas partagé forcément.
ce bien-être du progrès, bah, il se banalise. Et puis, par ailleurs, l'argent auquel on a donné la place, la plus grande place, et qui en fait a pris le pouvoir sur l'ensemble du destin de la collectivité humaine, eh bien, vous pouvez avoir tous les milliards que vous voudrez, vous pouvez tout acheter sauf la joie. La joie s'achète pas. Il n'y a pas de supermarché où on achète de la joie. Donc c'est quelque chose qui se construit, qui est d'une toute autre nature que de la matière. C'est-à-dire que c'est cette satisfaction que l'on ressent, même dans la simplicité, même moi je dirais au contraire, c'est dans la simplicité que je ressens le plus de joie. C'est pas dans la complexité de l'accumulation. L'accumulation d'argent ne m'intéresse pas. L'accumulation de matière ne m'intéresse pas. J'ai un frigo, ben ça suffit, j'ai pas besoin de deux frigos. J'ai une voiture, je peux pas rouler dans deux voitures. Donc j'ai accès, si vous voulez, à l'aspect, disons, qui facilite la vie, que nous a amené le progrès. Mais ce progrès, est-ce qu'il nous est à notre service ou est-ce que nous sommes asservis par ce progrès? Quand on voit aujourd'hui la civilisation moderne, la civilisation la plus fragile de toute l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, vous arrêtez, plus d'électricité, plus de pétrole, plus de communication, et la civilisation est par terre. Elle tient sur rien du tout, elle est extrêmement fragile, et on serait extrêmement embêté, parce qu'à ce moment-là, voilà. Donc ça veut dire qu'il faut aujourd'hui vraiment que l'humanité se pose la question, le progrès, pourquoi faire? Et ensuite, enfin, je dirais même avant, qu'est-ce que vivre? Voilà. Et on a tendance à se dire, voyant la détresse des gens et la difficulté des gens, plutôt que de se demander existe-t-il une vie après la mort, on a plutôt tendance à se dire existe-t-il une vie avant la mort? Parce que si c'est vivre, c'est s'agiter, consommer, etc., moi je n'appelle pas ça de la vie. Ça n'a aucun intérêt. Ben, où voulez-vous que ça vienne? Bien sûr, si on éduquait les enfants dès tout petits au contentement et non pas à l'avidité permanente, cette avidité qui stimule et qui utilise la publicité. D'ailleurs, la publicité joue sur l'avidité. Elle vous dit pas vous avez assez, vous avez largement assez pour être heureux. Elle vous dit non, il vous manque toujours. Et alors donc cette civilisation du manque chronique et permanent, sans cesse ressassé, installe les esprits dans effectivement je manque. Mais non, si j'ai à manger, et ça c'est une exigence fondamentale. Tout le monde doit avoir à manger, tout le monde doit se nourrir, tout le monde doit être vêtu, tout le monde doit être abrité par une maison, un toit, tout le monde doit être soigné ou se soigner. Ça, c'est ce que une civilisation digne de ce nom devrait résoudre pour tout le monde. Voilà. Je cite souvent ce côté d'une civilisation carcérale et qui a la prétention de libérer alors que c'est la civilisation la plus carcérale de toute l'histoire de l'humanité. Et souvent, pour m'expliquer un peu, je dis, vous voyez, de la maternelle à l'université, on est enfermé, les jeunes appellent ça le bahut, vous voyez. Ensuite, les casernes, ensuite tout le monde travaille dans des boîtes, des grandes boîtes, des petites boîtes, même pour s'amuser, on va en boîte, on va dans sa caisse, et puis on a la boîte à vieux quand on n'en peut plus, quand on est usé, on nous met dans une boîte en attendant la dernière boîte définitive que je vous laisse deviner. Donc ce qui veut dire que là, il y a un leurre. Et à l'heure. Pendant ce temps-là, les oiseaux chantent. Moi, j'ai pas envie de me priver des chants des oiseaux. J'ai pas envie de me priver des beaux couchers de soleil. J'ai pas envie de me priver du silence. J'ai envie de jouir de ce que la vie nous donne de meilleur et de plus beau. Mais à la condition que, bien sûr, que je sois nourri, vêtu, parce que ça, si je n'ai pas tout cela, aucun bonheur n'est possible. Donc, une fois qu'on a résolu ça, eh ben, vivons. mais s'il faut constamment toute sa vie besogner sans raison pour remplir les poubelles, faire que les poubelles débordent de déchets, etc., ça n'a aucun sens. Aucun sens. Par contre, il y a à résoudre le problème de ceux qui manquent. Les gens qui sont faim dans le monde, ça manque. Il faut aider et mettre en place des programmes pour que les gens puissent se nourrir et avoir les biens partout. Il y a 1 milliard de gens, dont des enfants innocents, naissent pour mourir, naissent pour... Et quelquefois,
On souhaite presque qu'ils meurent très vite, parce qu'ils agonisent de famine, tout doucement, de souffrance, etc. Pendant ce temps-là, on n'hésite pas à mettre des milliards dans les armements pour apprendre à détruire, et pour se détruire mutuellement, et pour détruire cette magnifique planète. Nous sommes une espèce de planète psychiatrique. Moi, je ne vois pas la planète comme étant faite de l'intelligence. C'est pas vrai. Combien de souffrances nous produisons? Combien de souffrances? Que de souffrances. Le seul intérêt que nous ayons aujourd'hui, c'est de comprendre que nous n'avons qu'une seule planète, qu'elle est magnifique, qu'elle nous offre tout pour gébuler, qu'elle est belle, qu'il y a des océans, qu'il y a des mers, qu'il y a des montagnes, qu'il y a des forêts, c'est une splendeur, et que si nous étions intelligents, ben on prendrait soin de tout ça. Et on jubilerait de tout ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. On va pas passer, c'est pas le paradis ou de l'oisiveté. Mais faisons ce qu'il faut, mais gardons l'équilibre. Mais ne nous laissons pas prendre par la matière qui ensuite va être vouée à l'accumulation financière. L'accumulation financière, c'est stupide aussi. Qu'est-ce que ça veut dire de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent? Pourquoi faire? Mais qui enrichit ces gens-là? C'est nous tous. Ces gens-là, ils sont enrichis, ils ne sont pas enrichis comme ça. Ils sont enrichis parce qu'ils vendent des choses et que les gens insatiables achètent de plus en plus. Ils sont enrichis parce que toute une communauté humaine leur donne les pleins pouvoirs en leur demandant des choses. Donc, dans l'outrance, c'est-à-dire dans la surabondance, moi je dirais qu'il n'existe que parce que des citoyens les font exister. Parce que moi, le premier, je ne roule pas en char à bœuf, hein, je veux dire, je roule bien en voiture, je pollue malgré moi, mais je suis bien obligé d'avoir une voiture pour me déplacer, je peux pas, voilà, et j'ai un frigo, j'ai le confort moderne. Tout cela, on ne pourrait pas le récuser si il était fait dans l'intention de véritablement améliorer la condition humaine, mais ce qui fausse tout, c'est que ça devient prétexte à enrichissement indéfini. Mais si les objets fabriqués par le monde moderne, par le génie du monde moderne, leur vocation, c'est véritablement d'améliorer la condition humaine, mais dans une forme de simplicité, de sobriété. Moi, je rêverais de voitures toutes simples. Pas besoin que ce soit les options, les machins, les trucs. Je suis bien obligé de prendre ce qu'il y a sur le marché. Mais c'est cette outrance, c'est-à-dire de saisir quelque chose que l'on a inventé pour le faire acheter au maximum de gens, de façon à ce que ces maximum de gens aillent vers du nécessaire vers le superflu. Et malheureusement, on est dans une société où, avant d'avoir résolu l'indispensable, faire que chaque être humain sur cette planète se nourrisse, et même dans les pays dits prospères, il y a une misère qui est en train de naître d'une façon terrifiante. Donc, ce qui veut dire qu'on a donné très peu de place à ce qui est indispensable et qui amène véritablement la joie, et on a mis aucune limite au superflu. Il paraît que la crise d'aujourd'hui, le marché de luxe, il fonctionne très bien. Voilà, ça vous donne une idée. Tout ce qui est inutile, enfin toutes ces pierres brillantes, les diamants et tout ça, toutes ces folies-là, c'est complètement stupide. Je ne vois pas pourquoi un diamant mériterait un prix pareil. C'est un caillou brillant, c'est tout, c'est rien d'autre. Donc revenons à l'intelligence. Et l'intelligence nous ramène à quelque chose qui est de la simplicité. Et le bien le plus précieux, c'est la vie. Il n'y a pas plus précieux que la vie. Donc occupons-nous de la vie plutôt que de nous occuper de diamants et de fanfreluches qui n'ont aucun intérêt. Admettons qu'on aille jusqu'à l'extrême. Un jour, un groupuscule humain hyper riche va posséder la planète. Et les enfants qui arriveront seront des locataires. On leur dira, tu dois payer ton droit d'exister. Et c'est stupide. C'est là où il y a quelque chose de navrant et vraiment je ne sais pas comment appeler ça tellement c'est laid. C'est une laideur infinie que d'avoir, parce que j'ai de l'argent, j'ai le droit sur tout. Non, l'argent ne doit pas donner le droit sur tout. Et c'est là où la politique doit réguler. Mais la politique, comme elle est en accointance avec les gagnants d'argent,
Comment voulez-vous que ça fonctionne, puisque eux, ils sont là pour finalement maintenir cette illégalité criante, humaine, criante, pour la maintenir en vie. Et ils font de l'acharnement thérapeutique sur un modèle moribond. On sait très bien que notre modèle, il est fini, quoi. Il faut pas, là, on va le perfusionner tant qu'on voudra, mais de toute façon, il est tellement mauvais et mal orienté qu'il finira. Et le drame, ça serait qu'il finisse dans le chaos, alors qu'il pourrait finir dans quelque chose de plus noble, c'est-à-dire une nouvelle orientation et une nouvelle vision de la vie. Et si on ne met pas en place cette nouvelle vision de la vie et cette nouvelle orientation de la vie, ça peut finir très très mal. Le changement radical de la société passe par une vision différente de la vie. C'est-à-dire que le jour où on comprendra que l'humain et la nature doivent être au cœur de nos préoccupations et que toute l'organisation de la société doit en quelque sorte s'inspirer ou être inspirée par cette nécessité absolue. Là, on va changer de logique. On ne va pas mettre l'argent comme prince et potentat auquel tout le monde va en quelque sorte rendre hommage. Le problème aujourd'hui, c'est que le lucre est dominant, domine tout, rend l'humanité tout entière complètement folle et démente, et qu'il faut sortir de cette logique où l'argent serait dominant. L'argent est noble quand il permet l'échange, le troc, c'est facile. C'est quand même plus facile d'avoir quelques billets dans sa poche que de transporter 2 kilos de pommes de terre pour avoir une paire de chaussures, 2 sacs de pommes de terre. Donc l'argent en soi n'est pas à récuser dès lors qu'il participe à un mécanisme de régulation du bien-être entre tous. Voilà. Quand il régule le bien-être, oui, mais quand il régule seulement la richesse, non. Parce qu'à ce moment-là, c'est à partir de ce moment-là que celui qui en a le plus, va dominer celui qui en a le moins, et on va jusqu'à cette horreur que je récuse profondément, c'est que le bien commun, qui est indispensable à la survie de toutes les générations, que sont la terre, l'eau, les semences, enfin toutes ces choses qui sont absolument vitales, devraient être soustraites à la spéculation. Aujourd'hui, on achète le bien des générations futures. La terre, ça doit pas. Moi, j'ai de la terre à moi, mais je suis prêt à dire que c'est pas la mienne. Et moi, je l'ai soignée pour qu'elle soit transmise à mes enfants ou à d'autres gens, meilleurs que je ne l'ai reçue. Mais tous ces biens communs ne devraient pas figurer dans la spéculation. Parce qu'à ce moment-là, ça veut dire que ceux qui ont de l'argent font un hold-up légalisé sur le bien de tous. Je sais pas si... Voilà. Donc ça veut dire le hold-up légalisé, c'est-à-dire un vol illicite, mais qui est normalisé par la règle du jeu. La règle du jeu voulant, si vous gagnez de l'argent, que vous avez de l'argent, vous êtes puissant. Ben non, ça ne devrait pas être comme ça. Je récuse totalement ça. Vous ne pouvez pas, un monstre pareil, le changer du jour au lendemain. J'ai pas du tout ça serait complètement irréaliste de croire que ça peut changer comme ça par un coup de baguette magique. Non, ce que je reproche, c'est qu'on ne se mette pas sur la voie du changement. C'est-à-dire que on continue à croire que notre modèle de société va encore perdurer. Ça n'est pas vrai. Et ce qui serait intéressant et intelligent, c'est de dire, voilà, ce modèle-là, il est fini. On ne peut pas. Il est destructeur. Si tout le monde se met, les Chinois, tout le monde se met, la planète ne va pas pouvoir répondre. Donc ce modèle-là n'est pas bon. Il a été généré par l'Europe. C'est l'Europe qui a créé ce modèle, ce nouveau paradigme. Et disons, ce nouveau paradigme, cette nouvelle idéologie, la première victime de l'idéologie de l'Europe, c'est l'Europe elle-même. Je m'explique. Si vous avez l'occasion de lire des voyageurs qui, en fait, décrivaient leur voyage à travers l'Europe au XVIe ou XVIIe siècle, qu'est-ce qu'ils vous disaient? Ils vous disaient on passait d'une province à l'autre, les gens avaient leur langue particulière, les gens avaient leur façon de se vêtir, l'architecture était très diverse, la façon de se nourrir, tout était une diversité absolument extraordinaire, partout. Parce que là, on était dans la posture de l'être humain qui prend les ressources là où elles sont et, grâce à son génie, transforme ces ressources pour pouvoir répondre à ses besoins, à ses nécessités.
Et donc l'Europe était une mosaïque extraordinaire de diversité, on pourrait presque dire des tribus, des gens comme ça. Tout ça a été nivelé. C'est-à-dire qu'on a amené un modèle niveleur. Tout le monde doit fonctionner de la même façon. Et le modèle niveleur, c'est le modèle de l'idéologie actuelle, qui a en fait, moi-même, dans mon pays, enfin j'étais dans la colonisé, dans un pays colonisé par la France, et ben je devais réciter que mes ancêtres étaient des Gaulois. Vous voyez. Donc ce qui veut dire qu'il y a cette espèce de nivellement et de standardisation qui a été extrêmement nuisible à l'Europe dans sa diversité. Moi, j'aurais préféré naître dans une Europe diversifiée et pas dans l'Europe standardisée et nivelée d'aujourd'hui. Et à partir de là, cette idéologie, elle est allée niveler partout. Et partout, les anglo-saxons sont allés massacrer ces pauvres gens innocents d'Amérique, ils ont pris leur place, et puis voilà, on s'installe chez les autres, on les tue, la barbarie, et ensuite on met de la peinture démocratie dessus. On a toujours avec son petit pot de démocratie, mettre sur toutes les saloperies démocratie, voilà. Et donc du coup, démocratiquement, vous pouvez faire beaucoup de choses, et du coup, on est dans l'ambiguïté la plus totale. Alors ce que je veux dire, c'est que le changement, il faut au moins être conscient que nous allons vers une impasse. Si on est conscient qu'on va vers l'impasse, que ce modèle n'a aucune possibilité de survivre, il est en train de se déliter, et on le réparera pas du tout. C'est pas parce qu'on va faire des petites choses comme ça alternatives qu'on va réparer le modèle. Donc ce que je voudrais, c'est qu'on comprenne que ce modèle est fini et qu'il faut aujourd'hui aller vers autre chose. Ce que fait la société civile, parce que quand on a proposé, nous tous candidats, j'ai écrit un petit livret qui s'appelle « Éloge des génies créateurs de la société civile ». Parce que partout, vous voyez, c'est ça qui donne l'espoir, c'est que partout des gens essayent de faire autrement. On peut dire que la société civile est le laboratoire dans lequel est en train de s'élaborer le futur. Ça, oui. Et bien ça, un État intelligent devrait encourager ça. C'est-à-dire, voilà, il y a la créativité de la société civile, c'est raisonnable, il y a beaucoup d'autolimitation, il y a beaucoup, et là, je crois que c'est quelque chose qui sera salvateur. Si on ne fait pas ça, ça se passera sous la forme d'explosion sociale. C'est, à mon avis, presque inévitable. Depuis que l'agriculture existe, on a créé 2 milliards d'hectares de désert sur cette planète. 1 milliard a été créé pendant les 6000 ans qui nous ont précédés, et 1 milliard de déserts a été créé depuis le XXe siècle. C'est-à-dire qu'en un siècle, nous avons dégradé autant de surface que 6000 ans d'agriculture qui nous ont précédés. Donc l'industrialisation de l'agriculture, qui est la grande faute commise par le XXe siècle, a abouti à une destruction beaucoup, beaucoup plus massive des sols que l'agriculture traditionnelle. Et donc, à l'heure actuelle, nous cultivons 1,5 milliard d'hectares. Imaginez qu'on n'ait pas ruiné ces 2 milliards d'hectares, il y aurait largement de quoi nourrir tout le monde. Mais comme nous avons perdu déjà plus que ce que nous cultivons, la situation est très tendue au niveau alimentaire. Et ce qui est d'autant plus terrible, c'est que, en fait, on copie. Nous, on a travaillé en Afrique, on a travaillé en Asie, et en fait, notre toute-puissance, les soi-disant, je dis bien soi-disant pays développés, avec notre technologie, ces multinationales qu'on critique énormément, parce qu'il y a les hommes, mais il y a des multinationales pour des intérêts, ces multinationales sont dans le monde entier, veulent copier soi-disant notre modèle européen à coup d'engrais, à coup de produits de traitement, dans des pays où en fait ils ne sont pas prêts, et qui étaient sur une agriculture paysanne, qui demandaient peut-être de la main-d'œuvre, mais qui de toute façon amenaient des produits de qualité. Et on vient avec nos gros sabots, notre technologie, en leur faisant croire qu'ils sont pas incapables, mais quasiment, nous on a été confrontés à ça, et en fait on les amène eux aussi à cette perte.
les agriculteurs ont utilisé énormément d'engrais. En fait, ça a été une demande qui était liée après la guerre. Hein. Il y avait énormément de... L'Europe avait faim après les guerres. Et en fait, on va revenir, ces multinationales savaient très bien ce qu'ils faisaient en proposant des engrais aux agriculteurs, les fameux nitrates, parce qu'en fait, c'est des déchets de la guerre. C'est des déchets pour faire les bombes ou les canons. Et Liebig avait montré que, en fait, en mettant des nitrates, on augmentait les rendements. Or, il fallait nourrir. Donc, les multinationales, toujours les mêmes, hein, elles ne sont pas nombreuses. Elles ne sont pas nombreuses, on les attaquera toujours, savaient très bien ce qu'elles faisaient, donc elles ont dit, bah, mettez des nitrates, des engrais, des nitrates. Effectivement, ça, on peut pas nier, ça a augmenté très très fortement les rendements. Et ce que ces fameuses multinationales ont oublié de dire aux agriculteurs, c'est que ça marchait parce qu'il y avait cette fameuse matière organique. Et que ces engrais, comme brûlent cette matière organique, et quand vous n'avez plus de matière organique, on en a mis de plus en plus, et ça a été le cercle infernal. Donc ces multinationales se sont bien gardées de dire aux agriculteurs, vous mettez des engrais, mais continuez à mettre de la matière organique. Et on met toujours ça dans la tête des agriculteurs, que sans engrais, on ne peut pas faire de rendement. Or, la planète entière, pas que la France, partout, on manque de matière organique. On ne ramène pas les déchets des animaux, puisqu'en plus, on a le programme, on va prendre de l'Europe, mais on le voit dans les pays émergents, on a séparé cet équilibre qui est certainement la chose qu'il faudra qu'on revienne, c'est l'équilibre agro-silvo-pastoral. Les anciens remettaient les excréments des animaux, soit en fumier, en compost, à la terre. Donc on ramenait de la matière organique et ça permettait, comme on ne le fait plus, on a toutes les bêtes en Bretagne, la Beauce, on est à des taux de matière organique très faibles, et puis la forêt va se trouver dans les Landes et on peut pas balader, ou alors avec des camions. Et c'est ça dont manque la planète. Et nous, le retour, c'est ce qu'on dit aux agriculteurs, c'est ce qu'on dit aux gens, il faut remettre de la matière organique dans les sols. Il n'y a que comme ça qu'on s'en sortira. La matière organique permet d'humidifier, la matière organique retient beaucoup plus d'eau, donc on aura des problèmes moins violents de sécheresse, la matière organique est plus aérée, donc moins de compaction. Donc on voit que c'est la clé. Mais si vous avez beaucoup de matière organique, si vous avez assez de matière organique, c'est vrai que la fertilisation va être moins importante et il y a des multinationales qui ne vont pas en trouver leur compte. Donc on est toujours sur les engrais, les NPK et tout ça. Le sol est un milieu organisé avec une surface, un milieu, une profondeur. Nous avons décidé de l'industrialiser. Pour ça, on a décidé d'utiliser des très grosses machines qui sont les labours avec des très gros tracteurs qui bouleversent l'organisation des sols en mettant le sous-sol en surface et en mettant la surface au fond. Or, le sol est organisé avec des animaux qui ont l'habitude de vivre à la surface, des animaux qui vivent en profondeur. Et donc, chaque fois qu'on laboure, on va détruire toute cette faune. En plus, on va favoriser les bactéries qui minéralisent la matière organique, surtout si on met des engrais, c'est-à-dire si on apporte de l'azote. Cet azote va brûler cette matière organique. Et n'ayant plus de matière organique, bien le sol va perdre la moitié de sa constitution, puisque le sol est un complexe argilo-humique. Donc nous mettons des engrais, nous retournons le sol à coup de labour. Le résultat, c'est évidemment un sol qui ne peut plus fonctionner correctement. Et plus les sols meurent biologiquement, plus on est obligé de mettre d'engrais, plus les plantes sont malades parce qu'elles sont plus nourries par les microbes, plus il faut mettre de pesticides, plus on tue la vie, etc. Et on rentre dans un cycle qui fait que, juste pour donner une idée, entre 1950 et maintenant, les sols d'Europe sont passés de 4% de matière organique à 1,6. Ils sont passés de 2 tonnes de vers de terre à 100 kilos. C'est un effondrement complet de toute la biomasse. Or, le sol héberge 80% de la biomasse de la planète. Donc, en tuant toute cette vie, on appauvrit toute la biodiversité du monde, et parce que c'est sur cette biodiversité que vivent les plantes, que vivent tous les autres animaux. Donc, en tuant les sols, c'est tout le système biologique qui s'effondre. Et d'ailleurs, tous les scientifiques reconnaissent que la biodiversité est en train de disparaître. Alors comment restaurer ces sols? Parce que ce qui manque à l'heure actuelle, c'est pas des engrais. On continue dans les lycées agricoles à raconter aux gamins que sans engrais, tout le monde va crever de faim. C'est de la pure propagande. Ce qui manque dans nos sols, c'est de la matière organique.
Le fuel du monde microbien, c'est le carbone. Alors comment le remettre? Comment faire pour restaurer ces sols que nous avons ruinés depuis 50 ans? Ça va dépendre un peu du type de culture que vous faites. Si vous êtes sur des petites surfaces, type jardin, type maraîchage, type vigne, on va pouvoir remettre directement la matière organique. Ça va être l'utilisation du mulch, et pour les sols extrêmement ruinés, l'utilisation du BRF, le bois raméal fragmenté. Alors pourquoi le bois raméal fragmenté peut-il restaurer les sols? Tout simplement parce qu'il est constitué de lignine. Et je vous ai expliqué que les seuls organismes au monde qui attaquent la lignine sont les champignons, les basidiomycètes, qui sont les grands fabricants d'humus. Or, les champignons ont disparu de nos champs. Quand j'étais chez gamin, chez mon grand-père, j'allais dans les prés, chercher des rosiers des prés, il y en avait partout, il n'y en a plus un seul. Pourquoi? Parce qu'avant, mon grand-père mettait des fumiers sur ces prairies. Maintenant, on y met des engrais chimiques, et ça détruit tous les basidiomycètes. Ça favorise les bactéries, qui sont minéralisatrices. Nous avons trop de bactéries dans nos sols agricoles, mais nous manquons de champignons qui fabriquent les humus. Donc, pour les remettre, on va leur donner leur nourriture, c'est de la lignine, et cette lignine, c'est le bois de taille des haies qui va permettre de faire revenir les champignons. Donc, première urgence, planter des haies. Et puis, évidemment, les céréaliers qui ont des grandes surfaces, quelqu'un qui a 50 hectares ou 100 hectares en céréales, on ne va pas lui faire mettre du BRF sur 50 hectares, parce que là, il va vous dire, vous êtes bien gentil, je vous aime bien, mais moi, je ne peux pas faire ça. Donc, on va utiliser notre technique, on va essayer, je dis bien essayer, c'est extrêmement compliqué, de lui faire arrêter le labour. Alors, je vous le dis tout de suite, toucher un mythe chez l'être humain, c'est très compliqué. Surtout quand, sur la cheminée, il y a le bronze avec le concours de labour, ou bien quand vous allez à l'agro, moi je fais mes études à l'agro, vous avez à l'entrée de l'agro, il y a un bronze, un illustre inconnu, puis dessous il y a écrit « Jamais le labour n'est trop profond ». Et vous arrivez et vous dites la charrue est une arme de destruction massive des sols. Je peux vous dire que ça provoque des chocs psychologiques extrêmement violents. Donc il faut casser un mythe. Donc le travail de notre laboratoire consiste à aller chez l'agriculteur et regarder l'état de son sol. Un peu comme un architecte vous dirait, votre maison, le toit est pourri, les fenêtres ça va plus. Bon, il vous donne un état avant d'acheter une maison, vous allez regarder dans quel état elle est. Bon, on va donner l'état. Est-ce qu'il est dégradé biologiquement, chimiquement, physiquement? En fonction du niveau de dégradation, on va lui préconiser un changement de pratique agronomique, c'est-à-dire arrêter le labour et passer à ce qu'on appelle le semi-direct sous couvert. C'est-à-dire non plus retourner la terre, mais tout de suite après la moisson, laisser les pailles debout, et dans ces pailles semer une biodiversité, entre 6 et 12 espèces de plantes, qui vont récupérer tout ce que le blé n'a pas consommé, qui vont mettre à l'abri, le sol à l'abri du soleil et de la violence du climat, et dans cette végétation, on va l'écraser, on va prendre une végétation qui gèle en hiver, on va l'écraser avec un rouleau à l'avant du tracteur, et on va semer la culture suivante. Donc lui apprendre à tout le temps laisser son sol couvert pour que la vie puisse revenir à nouveau dedans. Et puis évidemment, replanter des haies tout autour de ces parcelles pour arrêter le vent, pour permettre aux perdreaux, à toute la petite faune de revenir. Donc c'est aussi cette notion de recréer un équilibre agro-silvo-pastoral chez le paysan. Et ensuite, on suit l'évolution de son sol. Ces techniques-là, quand on parle d'enseignement, il faudra qu'elles soient enseignées. Parce que quand on amène ça aux agriculteurs, on est la civilisation de la peur pour tout. Et les agriculteurs disent ça ne marchera pas. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est accompagner vraiment ces techniques. C'est-à-dire que du point de vue étatique, au niveau de la recherche, il faut pouvoir donner aux agriculteurs les couverts. L'Institut national de recherche agronomique devrait travailler sur une multiplication des couverts qui seraient détruits soit par le gel, soit par la tonde, soit par l'écrasement. On peut travailler différemment et donner confiance à l'agriculteur en lui disant, quand on laboure la terre, on détruit et c'était comme ça avant parce qu'on n'avait pas les techniques. Redonner confiance aux paysans dans son patrimoine, dans son sol. Je pense qu'il faut aussi faire pression, c'est très compliqué parce que la politique est vendue aussi aux grands groupes, donc c'est compliqué avec notre bulletin de vol de pouvoir agir. Mais on peut toujours faire pression, ne serait-ce qu'en parler autour de soi, arrêter les massives subventions, puisque nos gouvernements donnent 1000 milliards de dollars aux entreprises de pétrole, à l'agro-industrie qui pollue notre sol. Donc arrêter, interdire la subvention à l'agriculture chimique, ne donner les subventions qu'à l'agriculture biologique, interdire la subvention des bateaux de pêche industriels, ne subventionner que les petits bateaux côtiers artisanaux. Donc réorienter les subventions. Les subventions à l'heure actuelle sont toutes destinées à détruire notre environnement. Nous pouvons, en tant que citoyens, dire « je ne suis pas d'accord qu'on construise encore un nouvel aéroport, qu'on saccage encore de l'environnement ». Nous pouvons dire « est-ce qu'on ne pourrait pas subventionner
toutes les pratiques qui protègent l'environnement au lieu de subventionner toutes les pratiques qui le détruisent. Et ça demande un changement de pensée que peut-être chaque citoyen peut essayer de s'intégrer au fond de lui. On a amené des engrais chimiques pour augmenter les rendements agricoles et ces engrais chimiques minéralisent la matière organique. Donc en France, on est passé de 4% de matière organique à 1,3%. Puis voilà ce que ça donne, c'est qu'on a des sols qui prennent en masse et qui du coup ne sont plus capables de nourrir correctement les plantes. Alors on rentre dans le cercle infernal, on apporte de plus en plus d'engrais pour récupérer cette mort des sols. Il y a tout un ensemble, c'est toute une chaîne, ce qu'on appelle un itinéraire technique de l'agriculture intensive, ce qu'on a appelé la révolution verte, qui est une vraie catastrophe pour les sols, qui a donc amené des machines lourdes, labouré profond, mis des engrais chimiques et mis des pesticides, et cet ensemble qui a complètement détruit la biodiversité des sols. La fertilisation, l'azote, le phosphore et le potassium, le NPK que tout le monde connaît, en fait, quand les agriculteurs ont commencé à le mettre, effectivement, ça a boosté, ça a augmenté les rendements de façon assez spectaculaire parce que les sols avaient de la matière organique. Ils avaient beaucoup de matière organique. Donc effectivement, ça a permis de minéraliser, de brûler la matière organique pour les plantes. Donc il y a eu un effet dopage. Mais comme ça l'a minéralisé, ça l'a fait perdre rapidement, moins de matière organique, donc moins de faune. Et petit à petit, là, ils ont été contraints à rajouter sans arrêt des fertilisants parce qu'ils n'avaient plus de matière organique. Donc en fait, au début, on les a leurrés. En fait, on leur a menti quelque part parce que les fertilisants ont entraîné cette chute de la matière organique. Si on prend un sol forestier, par exemple, qui est un peu le top de l'activité biologique, vous comptez 3-4 milliards de colamboles à l'hectare. Pareil en acarien, et on compte entre 1 et 4 tonnes de vers de terre. Maintenant, nous trouvons des sols agricoles, il n'y a plus du tout de colamboles, quelques acariens, et on est tombé la France avait 2 tonnes de vers de terre dans les années 50, dans sa surface agricole, on est tombé à moins de 100 kilos. Quand le sol s'effondre, comme il est à la base de la pyramide alimentaire, c'est tous les oiseaux qui tombent, c'est tous les animaux qui vivaient de ça qui s'effondrent. Alors l'intérêt de cette faune, ça va être d'aérer les sols, de faire des galeries, d'aérer les sols. Et grâce à cette aération, en fait, le sol va être oxygéné. On aura aussi, à ce moment-là, on a des microbes. Et ces microbes vont permettre d'assimiler les éléments du sol à la plante et permettre de nourrir la plante. Donc quand on n'a plus de faune, eh bien, l'agriculteur va être obligé d'utiliser de plus en plus de produits de fertilisation. C'est le cercle infernal parce qu'en fait, cette fertilisation va détruire, va brûler la matière organique, va la consommer, va la détruire. Et en fait, cette faune a besoin de cette matière organique, donc on la fait mourir. Et c'est un cercle infernal pour l'agriculteur. Et maintenant, ils ont une stagnation, voire même baisse des rendements. C'est-à-dire que les rendements n'augmentent plus, et parfois même, dans pas mal de zones, ils baissent. C'est-à-dire à l'heure actuelle, sur la planète, il y a une baisse de la production de céréales mondialement, due à la mort des sols. Malgré une multiplication par 10 de la quantité d'engrais depuis 1950, maintenant les rendements ils stagnent. Alors que la génétique continue à donner aux agriculteurs des plantes qui normalement devraient continuer à augmenter leur rendement, mais on ne l'observe plus du fait de la mort des sols, qui est devenu le facteur limitant de l'agriculture. On demande aux agriculteurs d'avoir une évolution, évoluer vers quelque chose de positif et travailler avec le sol. Mais le sol, quand vous travaillez avec cette biodiversité, et cette faune et ces microbes, c'est gratuit et on n'est pas prêt à promouvoir ce genre de choses.
comme ces multinationales sentent que l'argument qu'ils sortaient tout le temps, c'est grâce à nous qu'on va nourrir le monde, alors que c'est faux, il y a 1 milliard d'hommes qui meurent de faim, ben elles se défendent maintenant en ajoutant un nouveau truc, c'est les OGM. Vous racontent qu'avec les OGM, vous arrêtez la famine, alors que les ont pas arrêtés avec les engrais et les pesticides, on voit pas pourquoi elles arrêteraient la famine avec les OGM. Mais elles sont tout le temps à mentir et tout le temps faire du business sur le dos des agriculteurs et sur le dos des consommateurs. Et ensuite, on accuse le citoyen, alors que c'est pas le citoyen, c'est les multinationales qui sont responsables. Les citoyens, ils y sont pour rien, ils ont jamais demandé. Et les citoyens n'ont pas demandé de tuer les sols pour nourrir les hommes. Ils ont jamais demandé ça. C'est les multinationales qui ont tué les sols pour nourrir les hommes, mais pas le citoyen. Et pas les agriculteurs. Ils étaient très réticents à mettre des produits toxiques sur leur sol. Mais on leur a tellement bourré le crâne, les multinationales leur ont fait une telle publicité que ils se sont laissés faire. Mais c'était pas du tout, c'est pas le mouvement normal d'un agriculteur de tuer sa terre. Un agriculteur, il veut plutôt que sa terre soit vivante. Hein. C'est les multinationales qui leur disent non, tue ta terre, ça ira beaucoup mieux. Non, c'est pas vrai, ça va pas mieux. Ces multinationales ont énormément de pouvoir et c'est un tel lavage de cerveau. En plus, il faut voir, et ça, bon, c'est dur dans la profession paysanne, c'est que comme c'est un métier qui n'est pas du tout porteur, hein. Quand vous dites que vous êtes paysan, on les a affublés de plein de noms, les ploucs, les cutéreux et j'en passe. Donc en fait, dans les familles, en plus, on n'a pas cherché. Très souvent, c'était bon, si t'es pas doué, on a eu ça c'est, les agriculteurs n'aiment pas entendre ça, mais on a eu un nivellement par le bas au niveau de l'agriculture. Donc en fait, comme il n'y a pas cette réflexion, il n'y a plus de science dans l'agriculture, eh bien les agriculteurs croient ce qu'on leur dit. Si vous n'avez pas la grosse machine, vous n'allez pas pouvoir. Parce qu'en fait, on ne leur explique pas. Nous, quand on leur explique que c'est la faune qui va permettre le démarrage pour qu'une plante se nourrit. Ils disent, mais on ne nous a jamais dit ça. Et on s'est bien gardé de leur dire. Donc on vous dit, sans engrais chimiques, on ne va pas nourrir l'humanité. Mais on ne la nourrit pas en ce moment. Jamais il y a eu autant d'hommes qui sont morts de faim. Donc il faut qu'ils arrêtent de mentir. C'est faux. Ils ne nourrissent pas l'humanité avec les engrais. Donc il faut arrêter de faire de la propagande. Salut tout le monde, c'est Amandine d'RTL Réunion. Alors si comme moi vous avez envie de devenir rédacteur chroniqueur, eh bien une seule école, c'est le Studio École de l'Océan Indien, une formation complètement gratuite. Donc si vous avez le niveau bac ou que vous êtes en train de passer le bac, eh bien inscrivez-vous sur studioécole.re, il y a plein d'informations et on vous attend nombreux en tout cas. Claude et Lydia, comment est-ce que vous allez faire pour que les solutions que vous préconisez adviennent? Comment vous allez faire tant que la Constitution fait élire les décideurs politiques par les crapules des multinationales? Comment vous allez faire pour faire que votre pensée qui est précieuse soit autre chose que du bavardage? Il me semble que la pièce de puzzle de nos résistances que je défends, qu'il faut qu'en plus qu'on résiste, en plus de nos résistances, il faut qu'on se mette en tête d'écrire nous-mêmes la Constitution. Vous pourrez pas faire avancer vos idées sans cette idée-là que je défends. Il faut que vous la fassiez vôtre aussi. Comment vous allez faire pour changer quoi que ce soit en étant impuissant, en étant programmé impuissant dans votre Constitution? Non, mais nous, on n'a pas envie de changer les choses au niveau politique. Nous, on s'occupe de la base, des agriculteurs. Notre métier, c'est de... Chaque fois qu'un agriculteur passe en biologie, en biodynamie, c'est X hectares de sauver. Après, il y a longtemps qu'on a renoncé à changer quoi que ce soit au niveau de la politique. La politique est... C'est pas ce qu'il dit. Lui, il dit que si on change pas, effectivement, lui, en fait, il considère que comme c'est des gens au pouvoir, une constitution, effectivement, qui
nous on le dénonce avec les lobbies, lui il dit que c'est des crapules, mais c'est vrai que ça mettra beaucoup de temps. C'est ça qui pose la question. C'est que notre bavardage, enfin pour lui, le fait de ne pas changer les États, même si les hommes font à petite échelle, nous on le dit aussi, que il y a un vrai problème politique. S'il n'y a pas un changement de politique, ça va mettre... Toi, au début, tu n'y croyais même pas. Je veux dire, s'il n'y a pas de changement de politique, ça va mettre quand même beaucoup de temps. Parce que c'est des gens qui ont énormément de pouvoir. Il n'y a qu'à regarder ce qui vient de se passer. Quand tu vois que les sénateurs votent, politiquement parlant, il y a des choses qu'il faudrait qu'ils bougent. Oui, enfin moi je ne pense pas qu'on échappera au crash écologique. Oui, on va au crack écologique et la Constitution elle changera quand cette civilisation sera tombée. Donc nous, notre rôle, c'est de créer des îlots de survie. Mais je ne crois pas, enfin, penser que le bateau que le Titanic ira pas contre l'iceberg, je pense que c'est un peu illusoire. Enfin, je ne vois pas comment arrêter le processus d'effondrement de cette civilisation. Elle est morte, elle est finie, elle n'a pas de plan B, elle n'a pas de solution. Et pour ça, il faut bien des îlots de survie, parce que, en du crack écologique, il y aura intérêt à avoir retrouvé les connaissances paysannes, avoir sauvé des îlots de terre pour garder des semences, pour garder des animaux, pour garder quelque chose qui permettra à la situation de demain de repartir. C'est celle-là, moi... On était là, on est en train de s'effondrer, et les gens disent c'est la fin du monde, c'est pas une disparition totale. D'ailleurs, il y a eu des îlots... partout, les moines dans le nord qui ont gardé des écrits, en Grèce, il y a eu des îlots où le savoir c'est resté. Il y avait des protections, donc c'est ce qu'on dit. Mais beaucoup de gens pensent, c'est toujours très très difficile à l'heure actuelle parce que, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est assez combattus, c'est que les gens disent ouais, de toute façon, les Bourguignons, ils sont défaitistes, ils sont pessimistes, ils voient la fin du monde et tout, la fin de ce monde, mais il faut être réaliste. Enfin, quand vous êtes tous les jours sur le terrain, je suis assez d'accord là de ce côté-là avec Claude, et d'autant plus que les politiques et les multinationales n'ont absolument pas envie de changer la donne. Il n'y a rien. Le seul plan B qu'ils auraient, c'est la décroissance, mais comme la décroissance est antagoniste du capitalisme, jamais le capitalisme acceptera la décroissance. Donc, il est basé sur la croissance. Donc, si vous dites non, il faut maintenant être décroissant, on est trop nombreux, il faut arrêter de consommer, de bousiller cette planète, le capitalisme ne peut pas l'accepter. Donc, il préférera exactement comme quand le Christ a dit à l'Empire romain tous les hommes sont égaux, il n'y a pas à avoir d'esclaves. Mais l'Empire romain était basé sur l'esclavagisme, donc il s'est écroulé. Là, nous, on est basé sur la croissance, et on n'a pas de plan B à cette croissance, donc on va s'écrouler. Moi, je ne pense pas qu'il y ait besoin de faire des révolutions. Alors, c'est vrai que tout le monde parle de la Révolution française, qui a été un cas unique dans l'histoire de l'humanité, où il y a eu effectivement un peuple qui s'est révolté, c'est la seule fois d'ailleurs, parce qu'en fait, la révolution russe n'a rien à voir, elle a été pilotée par l'Allemagne, elle est venue de l'extérieur, elle n'est pas venue de l'intérieur, tandis que la révolution française, elle est vraiment venue de l'intérieur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est simplement un changement de pouvoir, on est passé de l'aristocratie à la bourgeoisie, mais ça n'a pas été au-delà. Je ne crois pas que les méthodes révolutionnaires arrêteront cette décadence. Je pense que, comme dit Didier, les empires s'écroulent. Vous savez, 80% des romans ont disparu. Ça n'a pas empêché l'Europe de redémarrer la grande civilisation romane et puis ensuite gothique. Donc c'est comme ça fait partie. L'homme ne sait pas faire, il est jusqu'au boutiste, donc il ne sait pas faire autrement. Je crois chaque civilisation a sa logique, elle va jusqu'au bout de sa logique, elle tombe, et puis une nouvelle logique redémarre. Voilà. Je crois qu'il n'y a pas besoin de changer de constitution. Vous savez, quand le système va s'effondrer, il faudra bien la changer, la constitution. Parce qu'il va falloir avoir une autre relation avec la planète Terre. Et ça, c'est sûr que ce n'est pas en question actuelle qu'on peut changer notre relation avec la Terre. Non, du tout. Et on voit des îlots, des gens, l'espace, des îlots de survie, mais c'est pas... Les gens, quand on parle de la fin du monde, tout le monde va disparaître, l'écologie en ce moment s'en charge bien, on n'a qu'à regarder toutes les catastrophes écologiques. Il y aura un certain nombre de disparitions. Ce qu'il faut souhaiter, c'est pas être à l'endroit où ça pète, quoi. Mais de toute façon, on y va. Nous, ça fait 25 ans qu'on travaille dans ce laboratoire et c'est quand même pas très très optimiste. Mais c'est pas grave, c'est pas une situation qui meurt, ça n'a jamais été un drame. C'est gênant pour le pouvoir en place parce qu'il perd son pouvoir. C'est sûr que les riches romains,
On peut apprécier de perdre leurs esclaves. Mais je veux dire, ça n'a pas de conséquences gravissimes, autres que c'est vrai que, bon, ça y est, de toute façon, l'Europe, elle est déjà en train de perdre sa population. Les États-Unis se maintiennent grâce à une immigration importante, mais sinon, s'il n'y aurait pas cette immigration, il serait déjà en perte la fécondité des Nord-Américains s'effondre aussi. Vous savez, les systèmes sont en train de s'autoréguler très simplement, stérilité, je crois qu'il y a 25 000 bébés éprouvettes chaque année en France, ça montre que tout ça, ça va quand même pas bien du tout. Et tout ça, ça va se passer en douceur, c'est cet effondrement écologique qui va se faire, je dirais, comme c'est fait l'Empire romain. Ils ont perdu 80% de leurs membres en 4 siècles, ils en sont même pas rendus compte. Ils n'ont même pas réalisé qu'une ville comme Rome est passée d'1 million d'habitants à 50 000. Ça s'est fait absolument de façon inodore, incolore et sans saveur, simplement que génération en génération, ça a baissé. Les Romains étaient comme nous, ils avaient pu se reproduire, ils avaient plus de chiens et de chats que d'enfants. Ils étaient exactement les mêmes situations que nous. Donc moi, je suis pas du tout inquiet. Simplement, c'est un monde qui meurt et puis un autre qui est en... Donc ce qu'il faut, c'est... avec Lydia, ce qui nous intéresse, c'est de préparer le monde de demain. Donc rentrer en résistance, sauver tous les gens comme Cocopelli, voilà, quelqu'un a rencontré qui est de Cocopelli, les gens qui sauvent les graines, les gens qui sauvent des races animales, les gens qui... On en est là, c'est une résistance, il faut sauver, mais lutter contre le système qui s'effondre, vous épuisez vos forces. Non, nous, notre travail, c'est chaque agriculteur qu'on le fait sortir du conventionnel, on l'amène en biologie, en biodynamie, hop, c'est ça de gagner. Parce qu'on sait qu'il va retrouver des races animales anciennes, il va cultiver des variétés de plantes en voie de disparition. C'est ça qui compte, le reste, il faut laisser le Titanic continuer son délire, on va pas s'user les crocs à le ralenti. Créer des arches. Voilà, on en est à l'époque de Noé, c'est le vrai vieux mythe. Il faut des Noé. Il faut des Noé.